Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Petit problème technique hier pour faire la vidéo, je l'ai perdu tout simplement. Ça fait partie des problématiques informatiques, donc on va tenter de la refaire. J'espère en plus court pour aller droit au but. L'idée, donc c'est toujours la même chose. On a eu la BCE cette semaine. La BCE, c'est important, a pris de court entre guillemets la Fed, puisque tout le monde pensait évidemment, moi le premier, que ce serait la Fed qui tirerait la première. En l'occurrence, ce n'est pas la Fed qui tire la première, c'est la BCE, mais attention, il faut bien faire attention, et je pense que c'est là où les discours sont les plus importants, justement, à décrypter plutôt que les annonces en soi. Bon, d'une part, la BCE baisse ses rachats, en effet, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on revient à ce qu'ils étaient en janvier 2021, et on les avait augmentés au premier trimestre en pensant que ce n'était pas encore suffisant pour essayer que l'Europe, en fait, rattrape un petit peu son retard par rapport notamment à la remontada déjà des US. Donc l'idée, c'est qu'on revient à des conditions qui restent quand même très accommodantes, hein, et on a bien Lagarde qui a répété que ceci n'était pas à interpréter comme le début du tapering. Alors bien entendu, si l'économie va continuer, etc., on va continuer à baisser, mais si on fait ça, ça veut bien dire aussi qu'on pense que l'économie est capable de prendre le dessus. Mais encore une fois, ce qu'on se dit bien, c'est que ce qu'on est en train de réduire, c'est pouillemesque par rapport à ce qui est encore en cours. Donc on reste dans les mêmes conditions fondamentales que précédemment, et il ne faut pas oublier que les banques centrales vont rester accommodantes. Donc on reste dans des marchés de flux gorgés de liquidités. N'oublions pas également qu'aujourd'hui, il y a des épargnes qui sont très importantes de par les pays occidentaux. Une partie de cette épargne s'est investie sur les marchés, mais vous avez encore une grosse partie de cette épargne qui est sur du livret A, etc. Donc, à partir du moment où on a des gens qui reprennent confiance dans le futur, il y a une partie qui sera consommée, mais il y a une grosse partie qui ne sera pas consommée et qui potentiellement peut être à nouveau injectée à ce moment-là, puisqu'on se sentira un petit peu plus en sécurité, entre guillemets, être à nouveau injectée sur les marchés. Donc, on n'omet pas qu'on est dans un monde où les vannes du crédit sont encore bien ouvertes, les vannes des liquidités sont encore bien ouvertes. Et même si on a tendance à se dire que potentiellement ce qui devait être investi l'a été, potentiellement dans les mois à venir, on peut se retrouver avec des flux supplémentaires entrants de personnes qui ont moins peur aujourd'hui de l'après-crise, entre guillemets. Une fois qu'on a dit ça, il y a la question toujours de l'inflation, vous savez, qui revient, qui repart, etc. Durable, pas durable, temporaire, pas temporaire. On va plutôt en parler donc d'une manière transitoire. Et donc la peur première actuellement, c'est plutôt de dire le meilleur des mondes économiques est derrière nous. On a atteint le pic de croissance et dorénavant, même si on va continuer de croître, bien entendu, on va vers une normalisation. De la même manière que c'est l'idée sur l'inflation, c'est-à-dire même si l'inflation va perdurer, on va continuer d'avoir une inflation, cela va se faire à des taux moindres, donc à une croissance moindre. Donc voilà un petit peu dans le monde dans lequel on est, et se dire que le marché, il n'est pas en train là de pricer les résultats des sociétés actuellement, il n'est pas en train de pricer l'économie actuellement, ça il a déjà fait. Ce qu'il est en train de se poser comme question, c'est, ok, maintenant c'est quoi, dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, vers quoi on va, justement. Et donc j'essaye d'anticiper cela. Mais c'est un marché qui est encore gorgé de liquidités. Donc du coup, le risque premier pour ce marché, ce n'est pas que les fondamentaux changent d'une manière drastique, on le voit, on a pas mal de mauvaises nouvelles entre guillemets, mais c'est des mauvaises nouvelles qui, pour moi, étaient quand même très largement anticipées par les marchés. Donc tant que vous ne créez pas une grosse incertitude sur les marchés, un élément avec un élément nouveau, vous n'avez pas de secouage du cocotier. Le risque, évidemment, c'est qu'on ait cet élément nouveau qui arrive, dans un monde où on est gorgé de liquidité et donc également on est gorgé de dettes, on est gorgé d'effets de levier. Et donc quand vous avez cette incertitude qui vient dans ces dispositions de marché-là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un secouage de cocotier, un secouage des mains tremblantes, des appels de marge à gogo, et il y a une sorte d'effet boule de neige, et c'est ça qui vous crée les fameux prorata avec des baisses qui peuvent être assez violentes, assez rapides. Mais ce qu'il faut intégrer, c'est que ces baisses-là sont à intégrer aussi en prenant un petit peu de recul par rapport à votre graphique, au sens propre comme au sens figuré, et de bien comprendre que aujourd'hui, sur des indices et sur des actions, on peut corriger de 10-15% sans pour autant remettre en cause la tendance de fond
haussière. Et ça, c'est important de le comprendre, de comprendre qu'on est monté très vite, très fort, très haut, et que donc ça nous laisse une certaine... Le risque aujourd'hui, ce n'est pas pour moi dans le retournement baissier des tendances, en tout cas pas comme une crêpe, pas du jour au lendemain. C'est plutôt quelque chose pour moi qui sera plus construit. Le risque, c'est que dans cette construction, la première vague soit éventuellement plus volatile. Alors bien entendu, on en parle déjà depuis des semaines, mais ça fait partie de la préparation pour que si jamais ça devait advenir, vous êtes déjà prêt, vous avez déjà préparé ce scénario et que donc quand il advient, vous savez déjà quoi faire. Le pire en bourse pour l'investisseur, c'est lorsqu'il se retrouve confronté à une situation qu'il n'avait pas du tout anticipée, même dans ses scénarios. On ne parle pas d'anticiper dans ses positions, on parle d'anticiper et de s'attendre à l'inattendu. Pourquoi? Parce qu'on a nos scénarios qui sont construits, on a nos hypothèses de travail et on a déjà nos décisions. Les décisions qu'on va prendre avec en mode si se passe ça, je fais ça, etc. Et donc à partir de ce moment-là, je veux dire, si vous avez des événements comme ça qui peuvent se produire, et on voit potentiellement la Chine aujourd'hui avec son secteur immobilier qui est en problématique, ou évidemment le parti qui est dans une espèce de lutte contre les inégalités, évidemment, parce qu'il veut garder la main, mais en coulisses, ce qu'il faut bien se dire, c'est que je ne pense pas, à titre personnel, qu'ils laisseront quand même... On a le droit de dire, voilà, on veut nettoyer les spéculateurs, etc., de la même manière qu'on voulait nettoyer un petit peu les valeurs tech, etc., en tout cas celles où les patrons n'étaient pas super proches du parti, celles où le patron est proche du parti se porte plutôt mieux. Mais l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, je veux dire, on peut donner l'impression de se tirer une balle dans le pied, de la même manière que pour l'immobilier, mais en coulisses, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a tout un tas de ramifications et on évitera le dommage collatéral. Et dans un monde aujourd'hui où c'est blindé de liquidités, où le parti a vraiment les mains ouvertes, on peut supposer, je le pense en tout cas, qu'en coulisses, ils interviendront pour éviter que la situation dégénère et devienne un dommage collatéral systémique. Donc c'est-à-dire que le marché peut prendre peur sur certains éléments comme ça, mais je pense que c'est des peurs de court terme, puisque fondamentalement, au niveau du socle des fondamentaux, on a toujours les vannes du crédit qui sont très ouvertes, et aujourd'hui, il n'y a pas de pression du marché, parce que le seul moment où ce crédit peut commencer à être fermé, c'est les banques centrales qui le refermeront, mais on le sait et on le voit, elles vont le refermer petit à petit. Alors bien entendu, le marché a peur qu'on nous réduise, qu'on nous enlève la dose de drogué, mais le marché finalement accueille avec joie le fait que, ok, on va nous retirer nos doses, mais quand même d'une manière très homéopathique au début et également de manière très graduelle. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut encore continuer à être camé pendant un petit moment. Mais ce qu'il faut bien se dire, voilà, c'est que tout ça, pour moi, c'est des processus lents. Et c'est tout le jeu d'équilibriste. Et on s'en était parlé ces différents mois. C'est tout le jeu d'équilibriste de ces prochains mois. C'est qu'on a besoin que tout se passe graduellement. Si vous avez l'inflation qui monte trop fort, trop rapidement, ça va commencer à coincer sur les dettes, etc. Si vous avez également la croissance qui retombe comme un soufflet, là aussi, vous avez une problématique. On a besoin que tout se passe de manière graduelle. Et le job des banques centrales, ça sera justement de faire en sorte que tout se passe de manière graduelle. Et si tout se passe de manière graduelle, un des scénarios qui peut se passer sur les marchés et auxquels on n'a plus été habitué sur ces 2 dernières années, c'est qu'on peut construire des longues figures de congestion, des longues figures de construction, ce qu'on appellerait éventuellement des figures de distribution, si jamais elles finissent par casser par le bas, et là ça déclencherait des retournements baissiers de marché. Mais ces figures, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'elles peuvent durer des mois, voire des années. Si vous regardez un petit peu sur l'ensemble des valeurs, aujourd'hui vous pouvez prendre Amazon par exemple. Amazon est au même niveau que ce qu'elle était il y a 1 an, c'est-à-dire que sur une année, vous avez eu pas mal de fluctuations, du 10, 15, 20% entre les points hauts et les points bas, mais globalement, sur une année, le titre n'a rien fait si vous étiez par exemple en buy and hold. Donc c'est bien là l'idée également de se dire que c'est le type de construction que l'on peut voir advenir sur les marchés. Donc vous pouvez avoir des fluctuations de 10-15% éventuellement, mais la tendance de fond reste haussière et en fait, on va construire des figures de distribution. Et donc c'est pour ça, moi, plus l'idée de me dire, oui, ce qu'il faut faire attention, c'est avec les effets de levier actuels, on peut avoir des prorata avec de la volatilité.
sans pour autant remettre en cause les tendances de fond, et plus avoir un scénario aujourd'hui où on risque de faire pas mal de zigzags en attendant de vraiment prendre des décisions de manière plus long terme. Donc c'est vers ça vers quoi il faut s'attendre. Et du coup, les personnes, les investisseurs qui sont sur les marchés depuis 2 années, par exemple, ont été mal habitués, je serais tenté de dire, à des marchés qui montent de manière rectiligne, des consolidations qui sont très express, très courtes dans le temps, et dès qu'on fait un break de la moindre résistance, pouf, ça part 20-30% en mode bouteille de champagne, etc. Pour moi, c'est pas la normalité des marchés. La normalité des marchés, c'est justement 80% du temps, eh ben, on construit, on fait du zigzag. Et petit à petit, vers la fin, ben, c'est là où la lumière est et on a les constructions de figures. Alors ce que je vous propose, moi, souvent, c'est d'essayer d'anticiper avec des hypothèses de figures, etc. Et on les affine au fur et à mesure des chandeliers. Ça, c'est l'idée, c'est le travail de fond, je pense, qu'il faut faire. Mais après, une fois que la figure est visible de tous, puisqu'on arrive au bout, c'est là où c'est le plus intéressant, bien entendu, puisqu'on a tout un tas d'acteurs qui voient la même chose et qui potentiellement vont prendre la même décision suivant la cassure par le haut et par le bas. Et donc c'est ça qui vous crée la tendance, c'est parce que vous avez à un moment donné justement ce déséquilibre entre l'offre et la demande suivant ce que vont faire les acteurs. Et ensuite, une fois que vous avez le signal, vous avez tout un tas d'acteurs qui vont réagir par rapport à ce signal, qui donc vont venir l'accentuer en règle générale. Donc voilà, également, la compréhension, et ce qui est important pour moi, c'est de comprendre un petit peu la vie de la bourse, la vie d'une action, les cycles, et de comprendre qu'un cycle peut demeurer haussier, mais avoir dans son intermède des éléments correctifs. De la même manière qu'on a des cycles économiques, et aujourd'hui on peut dire qu'on est dans un cycle économique haussier, une tendance haussière de 30 ans, on peut remonter plus loin, mais on va dire de 30 ans, mais ça n'a pas empêché que vous avez eu des intermèdes de 2-3 ans avec des éléments récessionnistes, etc. Mais ça fait partie de la tendance de fond. Okay, donc ça, voilà, c'est important, mais on s'en était déjà parlé dans différentes vidéos. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qui m'intéresse pour moi, c'est le CAC 40. Le CAC 40, on voit, ça stagne un petit peu, ça stoppe un petit peu, mais là aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que votre tendance est haussière, et que même si on venait à perdre 10% sur le CAC 40, je considérerais qu'on reste dans une tendance haussière de fond. Maintenant, il faut être capable de se dire, le CAC 40 peut perdre 10%, mais comment il peut les perdre? Il peut soit les perdre d'une manière violente, il y a un élément extérieur, comme je vous ai dit, il y a les effets de levier, il y a des margin calls qui sautent, vous avez ce prorata, volatilité qui se fait très rapidement. Et c'est là où ça sera pas mal d'avoir des liquidités pour justement, je dirais, acheter ce dip-là. Mais un vrai dip, hein, un truc, un des 10% où vous commencez à avoir tout le monde qui commence à crier au crack. Là, en règle générale, c'est là où ça commence à me plaire. Ou sinon, comme je l'ai dit, on peut faire quelque chose de plus construit, de plus larvé, de plus distributif. Et ça, on peut le faire dans une construction de figure. Et cette construction de figure, je pense qu'on en a les balbutiements actuellement, mais c'est quelque chose derrière qu'il faut qu'on affine et qu'on construise au fur et à mesure. C'est bien pour ça que j'utilise le mot construction, c'est bien pour faire comprendre qu'on est dans un processus évolutif et quelque part durable aussi. Donc quand on regarde le CAC 40, on est dans une tendance haussière de fond. Quand on regarde à plus court terme, on est dans une neutralité. On le voit, on est plutôt neutre et on a validé cette semaine une petite oblique haussière ici, on a validé l'oblique baissière ici, ce qui nous crée une neutralité congestionnée à l'intérieur de ce triangle symétrique. On en sort par le haut, il faudra confirmer en cassant les 6800 points si j'arrondis pour recommencer à parler de retour sur les records, retour sur les plus hauts et potentiellement aller au-delà des 7000 points. C'est toujours possible aujourd'hui. La seule chose, c'est que pour cela, il faudra réussir à dépasser les 6720, 6730. À aujourd'hui, on a encore buté dessus, donc on reste dans sa neutralité avec un biais dégradé. Biais dégradé qui serait accentué si on repasse sous la moyenne mobile 50, on le voit ici, mais surtout sous l'oblique, donc les 6610, 6620 points. On s'ouvrirait alors une nouvelle attaque baissière. De deux choses l'une, soit le marché, en effet, avec les effets de levier,
prend peur pour X raisons et on va en mode ligne droite chercher ces 1004, 6003, où pour moi on a une grosse zone de soutien sur cette zone-là. On peut même faire une extension jusqu'à 6150, mais pour moi c'est vraiment la grosse zone de support et à ce moment-là, on aurait la construction d'une figure de distribution, mais beaucoup plus large, on le voit, en gros entre 6000 et 7000 points. Donc on aurait 1000 points, avec potentiellement, je dirais, pas mal de zigzags à l'intérieur là-dessus. Mais sinon, si on s'arrête là, parce que quelque part c'est ce qu'on a déjà fait cette semaine. Cette semaine, on a eu une première crainte, on avait eu déjà l'alerte pour moi en août, hein, et c'était pour moi le signal déjà de dégradé. L'avantage, c'est que pendant le zigzag du CAC 40 où les grosses caps n'ont trop rien fait, donc du coup où on est resté dans un mode de neutre dégradé, ça, le risque et les liquidités sont déportés sur les plus petites caps, où là on a pu faire des rebonds au prorata, voire des relances haussières. Depuis sur des constructions qui avaient duré, hein, si vous regardez, pour la plupart de ces petites caps qui aujourd'hui sont en train de faire des nouveaux plus hauts et ont cassé leur figure, je pense à Jacques et Métal par exemple, ou d'autres valeurs, mais vous étiez dans ces constructions et dans ces figures depuis des mois. Donc ça fait partie de la bourse également d'avoir des figures de construction, et je dirais que c'est 80% du temps. Donc ça aussi, c'est une question ensuite de savoir votre profil. Est-ce que je reste en position ou est-ce que mon but, c'est de faire fluctuer mon capital et donc je ne veux pas bloquer mon capital et ce que je fais, c'est que je vais rentrer uniquement sur des signaux de cassure. Et donc ces figures de congestion, quelque part, pendant des mois, ça bloque mon capital, donc ça ne m'intéresse pas. Et donc il faut que je sois dans la capacité de les repérer et de pouvoir sortir mon capital et de pouvoir arbitrer sur autre chose. Mais bon, ça c'est une autre question et ça vient très souvent avec l'expérience. Mais voilà l'idée un petit peu où on en est sur le CAC 40, c'est-à-dire que même si on venait à casser par le bas, l'idée c'est qu'on voit aujourd'hui, on a trouvé rapidement des acheteurs sur cette zone des 6610, 6620. Et donc l'idée, c'est que outre ce triangle symétrique, si on devait le casser par le bas, je mettrais quand même 5 cents sur ces 6500 points aujourd'hui qui sont éventuellement une validation du biseau. Et si on lâche ça par le bas, je mettrai un support sur les 6430. Et après, grosso modo, ce que je mettrai, c'est la construction d'une plus large figure avec un support. Alors, j'ai cette oblique ici, mais il y a celle-ci aussi qui n'est pas trop déconnante, mais en gros, elle se jumelle sur à peu près la même zone des 6300 points. Et pour moi, ça serait vraiment le gros point. Ça serait vraiment le gros point de soutien moyen terme qui pourrait être visé si jamais on décide de casser ici par le bas et de lâcher. Le seul point de risque pour moi, c'est pas qu'on casse par le bas, ça ferait partie pour moi d'un processus de consolidation sain, normal à ce stade, c'est le retour éventuel de la volatilité à cause justement des effets de levier et des appels de marge qui peuvent être effectués. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que très rapidement, si le marché prend peur, il peut se retourner très facilement. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut regarder le DAX également. Hop, je ne le fais pas souvent le DAX, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a une validation sur la majorité des indices européens qui aujourd'hui sont toujours dans une tendance haussière. Tant que vous êtes dans les figures, avec un gros support, vous voyez, sur la zone des 15 200 points pour moi, et une faiblesse à très court terme. Donc on rentre dans ces figures, vous le voyez, on a stoppé quelque part le régime haussier, on était dans un régime haussier lent. Maintenant, on est en train de rentrer dans un régime plutôt neutre. Et donc, on peut venir chercher les supports, rebondir, et puis continuer à zigzaguer à l'intérieur des figures, et continuer d'affiner ces figures et d'avoir de ces figures type de distribution. Après, on peut toujours casser par le haut de ces figures, bien entendu, et donc lancer une nouvelle jambe haussière, ou en casser par le bas, et là, on parlera de retournement à la baisse de la tendance, sans pour autant parler de la fin des haricots, parce que retourner la tendance à la baisse, bah, très bien, mais vous pouvez très bien ensuite revenir chercher par exemple cette zone ici des 14 200 points, supporter, rebondir, bref, ce qu'il faudra se dire, c'est qu'on rentrera tout simplement dans un marché plus de traders, de swing traders, où on détient les positions un petit peu moins longtemps, et on va jouer des cycles un petit peu moins longs. Mais l'idée globalement, c'est que pour moi, à ce stade-là, au-dessus des 15 200 points, la seule chose qu'on est en train de valider, c'est une neutralité, mais on peut continuer le zigzag. Et donc, tant que les indices continuent le zigzag, quelque part, on reste dans un monde de liquidité. Donc, c'est surtout le marché qui va arbitrer sur plusieurs valeurs. Donc,
On aura des valeurs qui feront rien, et on aura des valeurs qui continueront de piquer. Comme on a toujours la même masse de liquidité, et pour l'instant on ne serre pas la vis, et pour l'instant on n'a pas eu du secouage de cocotier en mode appel de marge et compagnie, c'est juste de l'argent qui va chercher à se sortir d'un côté pour aller de l'autre, etc. Donc on va rentrer plus dans un marché d'arbitrage dans lequel on est déjà, on en avait parlé, je pense qu'on y est déjà depuis le début de l'été. Mais ça a tendance à s'affirmer. On peut regarder également le S&P avant de passer aux valeurs de croissance du Nasdaq. Et le S&P, pour moi, voilà, c'est globalement la même chose. Vous le voyez, on casse ce premier support. On rentre dans ce mode consolidation. Alors, on est sur une petite oblique, mais bon, j'aime pas trop les obliques qui sont super pentues. Donc, j'aurais tendance plutôt à me dire qu'on va aller chercher la fermeture de ce gap ici et cette zone aux alentours des 4420, 4430. Et ce n'est que si on casse cette zone-là par le bas qu'on irait chercher une zone aux alentours des 4380, 4400 points. Et là, très certainement, on aurait le rebond et la construction. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, comme je vous ai dit, c'est ça, c'est le cycle un petit peu doux. Mais si jamais on a les appels de marge et on a un élément qui fait vraiment peur au marché, il faut faire attention au prorata, il faut faire attention au retour de la volatilité, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière, c'est-à-dire que même on pourrait revenir jusqu'au 4200, et pour moi, même jusqu'aux 4000 points sur le S&P, on ne remet rien en cause. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le risque aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on décide d'y aller, pas en ligne droite en 2 séances, bien entendu, mais d'une manière assez rapide. Donc ça, il faut le garder à l'esprit, que le marché peut décider de faire un nettoyage à un moment donné ou à un autre pour X raisons, parce qu'il est truffé justement de leviers. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, j'appuie là-dessus, c'est un élément qui est important. Et au niveau du Nasdaq, là aussi, vous le voyez, on était dans la congestion et sur la fin de séance, donc on a breaké. Et là, vous le voyez, tout de suite, on finit la séance au plus bas. Alors, on trouvera peut-être du soutien sur la moyenne mobile 20 en support. Mais globalement, pour moi, le support, il va être sur cette zone des 15 200, 15 300 points. Et si on lâche ça, on aura, je pense, une volonté de revenir sur cette zone des 14 500, 14 700. Là, la problématique est la même. C'est pas tellement qu'on consolide ou qu'on corrige qui est à noter ici. C'est la manière dont on va le faire et potentiellement les appels de marge, la volatilité avec laquelle on va le faire. Donc c'est de ça dont il faut se prémunir aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faut éventuellement préparer ses plans. C'est que on a été mal habitué pendant une bonne année à avoir des fluctuations qui sont très peu volatiles. Éventuellement, si ça change, ça peut faire peur et ça peut accentuer le mouvement du coup. Hein, c'est l'effet boule de neige. Donc ça, voilà, pour moi, c'est l'élément aujourd'hui de risque qu'il faut prendre en compte, sans pour autant sous-estimer qu'on reste dans des tendances haussières. Mais c'est des tendances haussières aujourd'hui qui peuvent subir des proratas assez importants, sans pour autant qu'on les remette en cause. C'est vraiment ça qui est important à retenir. Quand on regarde le Brent au niveau du pétrole, on reste dans une tendance haussière là aussi, on reste dans une figure de construction qui potentiellement va réussir à en sortir par le haut. Même si on en sortait par le haut, on se délivrerait certainement un objectif vers les 76 $. Mais 76, 80 $, ça restera également un gros morceau, surtout le marché commence à se poser des questions un petit peu sur la croissance économique future. Mais bon, on le sait, il y a des défauts structurels, etc. sur le pétrole, les investissements sont en train d'être relancés et compagnie, puisque on se rend bien compte qu'au-delà du rêve vert, il y a une bonne décennie de transition quand même, et donc pour faire plus de vert, il faut aussi avoir plus de pétrole parce que ça fait partie de la transition justement. Pour accélérer les choses, il va falloir produire plus, et pour produire plus, aujourd'hui c'est avec du pétrole. Donc l'énergie verte a besoin du pétrole, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc voilà un petit peu pour l'idée, pour le scénario. De la même manière, je veux dire, on avait fait, pour celles et ceux qui se souviennent, c'est à ça que ça sert la macro pour moi. On avait fait un topo sur le pétrole, on avait fait un topo également sur l'uranium, sur le nucléaire, qui même si voilà, il n'est pas la première priorité de beaucoup de pays en présentiel devant la population, je dirais, en coulisses, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et même aujourd'hui, si les mix énergétiques qu'on vous montre en pourcentage restent les mêmes, ce qu'il faut bien se dire, c'est que comme la démographie mondiale continue de croître,
que les classes moyennes continuent de croître, que les besoins de consommation continuent de croître, et ben vous avez un besoin énergétique qui continue de croître. Et donc même si aujourd'hui un pays, par exemple lambda, conserve 10% de nucléaire dans son mix énergétique, comme son besoin énergétique va devoir être multiplié potentiellement par 2 sur les 30 prochaines années, et ben le nucléaire est également multiplié par 2. Et là aussi, depuis des décennies, on n'investit plus trop. Alors bien entendu, il y a énormément de recherche, etc. C'est pas ça dont je suis en train de parler. Je parle de la recherche de la matière première. Et parce que les prix étaient bas, évidemment, et donc pour survivre, on ferme des mines, on produit moins et compagnie, et donc on crée évidemment le goulot d'étranglement. Et donc là, le monde s'était déjà réveillé sur l'uranium, tout le monde en parle maintenant, c'est toujours la même chose, hein. Regardez bien, lorsque vous avez les premiers mouvements, en règle générale, voilà, c'est les initiés. C'est les initiés qui en parlent, etc. Par contre, quand vous avez le deuxième mouvement, c'est là où ça commence à devenir plus populaire, vous avez les articles, etc. Et c'est également un effet boule de neige qui se met en place. Et donc là, on le voit, la relancée haussière en ligne droite, alors ça, c'est un tracker uranium, hein. C'est pas les prix de l'uranium en tant que tel, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée sur ce qui est en train de se passer sur les valeurs liées surtout au minage d'uranium, hein. On ne parle pas de valeurs qui vont exploiter des centrales nucléaires. Là, ce que l'on parle, c'est surtout uranium et transport, hein. Donc tout ce qui était Energy Fuels, tout ce qui était Cameco, tout ce qui était également Centrus Energy, où là c'est plus dans du transport et de la revente. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est en train de se passer maintenant, mais vendez pas votre femme quand même pour acheter de l'uranium, ça serait dommage. Au niveau du 7-10 ans, l'idée c'est que c'est toujours la même chose pour moi, on est en construction. Donc quand on est en construction, c'est de la neutralité. Vous cassez par le bas, on recommence à mettre sur la table l'inflation. Elle ne serait pas si transitoire que ça. Les goulots d'étranglement finalement durent plus longtemps, donc ça commence vraiment à impacter les marges des entreprises, donc les bénéfices. Donc peut-être que tout ce qu'on a prévu aujourd'hui de très positif en termes de résultats d'entreprise, il va peut-être falloir les revoir à la baisse. Et revoir les résultats d'entreprise à la baisse, c'est potentiellement également devoir redescendre au camp de base pour un certain nombre de valorisations. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est soit on y va en douceur, soit on descend d'un étage rapidement par l'ascenseur. Donc c'est ça, globalement, le risque avec les effets de levier. A contrario, vous cassez par le haut, ce qui est aujourd'hui, dans la tendance actuelle, plutôt le scénario de dire on est encore dans quelque chose qu'on va continuer de construire, et si on casse par le haut, tout le monde va dire ah ben voilà, l'inflation c'est vraiment transitoire, on fait un ouf de soulagement, les taux restent bas, donc on peut continuer à valoriser les valeurs de croissance plein pot. Sauf que ça peut vouloir aussi dire que réduction de l'inflation, réduction des anticipations d'inflation, mais aussi parce qu'on a une réduction des anticipations de croissance. Donc n'omettons pas également que le marché peut vouloir prendre peur sur le fait qu'une fois que les gouvernements vont commencer à retirer les petits trous arrière, même si on reste dans des notions accommodantes, l'économie risque en effet de se normaliser d'une manière plus ou moins rapide. Et c'est ça, quelque part, qui va faire peur au marché, en attendant qu'on ait une relancée d'une manière plus linéaire ensuite. Vous avez le pic d'une manière exponentielle, derrière la déflation, quelque part, la désinflation, et la décroissance, entre guillemets. Et ensuite, donc c'est toujours la croissance, mais une croissance moins forte. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des 5-6%, on passe sur du 3-4, admettons. Et ça, voilà, ce qu'il faut, là, vous avez les anticipations du marché. Vous n'avez pas les stats qui sortent, parce que c'est bien de commenter les stats qui sortent, mais le marché, lui, il est déjà en train de réfléchir sur l'après. Donc pour moi, voilà, si on casse ici par le haut, évidemment, ça sera bien pour les obligations et compagnie. Les taux continueront de baisser, donc les dettes continueront d'être supportables. Donc pour un tas de choses, ça sera intéressant, mais on prendra quand même peur, certainement, sur un défaut de croissance. Donc ça, il ne faut pas l'omettre qu'aujourd'hui, une détente des taux n'est pas forcément à voir aussi positivement que ce que c'était il y a encore quelques mois où on était focalisé là-dessus. Maintenant, on se focalise vraiment sur la croissance.
Au niveau de l'or et de l'argent, pour moi, il n'y a toujours rien aujourd'hui, c'est toujours très neutre et on a validé cette zone des 1835, 1840 dollars. Donc tant que vous ne cassez pas ça par le haut, on ne parlera pas d'une relance haussière sur l'or. Et donc là aussi, l'argument inflation. Au niveau de l'argent, même chose, on est en train de se chercher, alors on fait du rebond technique, mais pour moi, on a cassé la dynamique et cette dynamique pour être reconstruite aura besoin de redépasser les 26 dollars. Tant qu'on ne redépasse pas les 26 dollars, mon scénario long terme sur les matières premières est toujours le même, mais à court terme, ça fait partie, à l'intérieur de votre scénario long terme, ça fait partie de la correction de court terme qu'il faut laisser passer en attendant de voir la suite. Et sur l'euro-dollar également, on est à peu près dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire que on est en train de tenter un rebond technique ici. Logiquement, on devrait peut-être relancer vers cette zone des 1,20, mais on nous reparlera de la faiblesse du dollar et éventuellement de flux qui sortent des marchés américains pour revenir sur des marchés européens et japonais, coréens et tout ça pour aller chercher value plus que croissance, uniquement si on a un dépassement, vous voyez, de la zone des 1,20. Tant qu'on reste dans cette zone-là, bon, ben, c'est une zone de construction neutrale. Et si on recasse par le bas ici, vous aurez une zone de support. Alors oui, le dollar se renforcera, mais pour moi, on est quand même en train de valider pour le marché une énorme zone dans la zone des 1,15, 1,16 de soutien de l'euro. Donc je pense que le dollar aura du mal à se renforcer beaucoup plus sur cette zone-là. Mais globalement, si on prend du recul, c'est quand même assez neutre à ce stade. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire donc sur les marchés. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Je vois que j'ai beaucoup parlé et on va essayer de faire quelques actions. Alors, j'ai pas tout sur la liste de gauche. Comme très souvent, j'ai pas tout sur la liste de gauche, mais j'en ai beaucoup ici. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement. La plupart, de toute façon, on les a déjà vus. Alors globalement, Acacia, ben, ça se cherche toujours, mais c'est vraiment le dépassement des 2,35 €, 2,45 € qui va nous intéresser pour libérer quelque chose. Là, voilà, c'est encore un petit peu en train de ramer, c'est encore un petit peu en train de construire, et en plus on le voit, si les indices commencent eux aussi à ramer, il va falloir être un petit peu plus prudent sur les plus petites capes où les carnets d'ordre peuvent plus rapidement se faire la malle tout simplement, et donc vous pouvez avoir un problème de contrepartie. ADP également, c'est baissier à ce stade, on est en train de revenir sur une zone de soutien, il faudra voir comment éventuellement on la tient. C'est un dossier fondamental sur lequel je reste positif à long terme, mais aujourd'hui graphiquement, il faut encore patienter au minimum un dépassement des 103 €, je serais tenté de dire, pour commencer à entrevoir éventuellement un retournement. Donc là, on laisse construire à l'intérieur de ce biseau descendant à ce stade-là. Agrogénération, ça reste toujours propre à ce stade, c'est toujours un dépassement des 20 centimes d'euros qui permettrait de lâcher les chevaux une nouvelle fois. On peut rester positif au-dessus des 17 centimes d'euros. Amazon, vous voyez, bon, ça continue de construire. Là, pour moi, on n'a pas réussi à refermer le gap. Donc à ce stade-là, je serais assez neutre en fait dans la zone des 3300, 3700 $. Il faudra réussir à en sortir. Mais globalement, en gros, on peut commencer à construire. Alors bon, ça dépend comment on veut le voir. En règle générale, j'aime les obliques un petit peu moins pentus. Mais voilà, on a aussi ce type de construction. Apple, c'est un petit peu plus propre, mais ce qui m'intéresse surtout sur Apple, c'est ce signe de faiblesse ici. C'est-à-dire qu'on avait cassé la résistance, on la réintègre. C'est ce support ici qui va vraiment nous intéresser parce que c'est quand on va casser celui-là qu'on va rentrer en mode consolidation. La problématique sur Apple, c'est comme je vous ai dit, c'est comme on a peu de valeurs qui font la majorité des pondérations des indices, ces valeurs-là qui peuvent se retrouver éventuellement à perdre, on voit ici on pourrait même retomber chez Apple jusqu'aux 140 $, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de fond, mais pour autant voilà, ça fait quand même une dizaine de dollars supplémentaires de baisse. Avec la pondération d'Apple, ça impacte le Nasdaq, donc voilà, il faut s'attendre et on ne sait pas avec quelle volatilité. Aujourd'hui, vous voyez, on commence à reprendre des moins 3, moins 4% sur des valeurs comme ça, donc on rentre voilà, dans un moment de marché où pour moi, la tendance de fond reste haussière, mais on a de la volatilité et certainement du zigzag à anticiper. Art Market, c'est très spéculatif là-dessus. On est en train de revenir sur la zone qui avait réalisé le break, éventuellement en mode support. Vous avez aussi la zone des 5,70 € qui peut servir de support pour éventuellement jouer le second effet qui se coule. Atos, là on vogue de rumeur en rumeur.
À ce stade, c'est toujours baissier, bien entendu. Donc, quand on est sur des éléments comme ça, c'est important de se dire que le marché est baissier, la tendance est baissière, et que donc c'est une question fondamentale, c'est une question de profil. Soit on va acheter les fondamentaux, mais on va aussi acheter la construction d'un socle, c'est-à-dire que quand on continue de creuser plus bas que plus bas que plus bas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à acheter. Je veux dire, si vous regardez l'action Ruby aujourd'hui, pour l'instant, elle continue de creuser plus bas. Oui, fondamentalement, on peut se dire que c'est pas cher, mais c'était également pas cher à 30 euros, c'était également pas cher à 35 euros, et aujourd'hui, on est en dessous des 30 euros. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut attendre, en règle générale, qu'il y ait une première réaction acheteuse et qu'on ait la construction du socle. Pourquoi? Parce qu'au minimum, même si vous vous plantez, au moins vous avez un repère, et si vous cassez à nouveau les plus bas, vous pouvez vous en sortir avec une moindre perte. Ça ne veut pas dire que le titre est à jeter, ça veut dire qu'il faut commencer à regarder les choses avec un autre angle, et c'est potentiellement un différent profil. Il y aura des personnes qui veulent faire uniquement du moindre risque et uniquement ne pas bloquer leur capital et rentrer au bon moment. Donc pour ces personnes-là, ce n'est pas les titres qui vont les intéresser. Par contre, il y a des personnes qui vont vouloir plus dimensionner leur position au fur et à mesure, commencer à acheter sur des niveaux de prix fondamentaux qui peuvent être intéressants, commencer à acheter parce qu'il y a des rumeurs d'OPA, etc., et que ça peut se réveiller du jour au lendemain, et donc ils veulent être dans le train, avec le risque éventuellement d'avoir une position en moins-value latente pendant X temps. Mais ça, c'est parce qu'ils ont une vista qui est un peu plus long terme, ils ont une profondeur de portefeuille qui leur permet à la fois d'avoir des dossiers de fonds de portefeuille comme ça, sur lesquels ils peuvent dimensionner au fur et à mesure, et d'avoir des positions beaucoup plus moins de risque sur lesquelles ils actent la performance. Et là, ils préparent l'avenir quelque part. Donc ça, c'est mon idée personnelle, c'est qu'aujourd'hui, moi je prépare l'avenir entre guillemets en achetant ce type de dossier. Ça me fait beaucoup penser à Gemalto, hein. Pour celles et ceux qui étaient en bourse il y a quelques années de cela, on avait Gemalto qui s'était pris un gros tir. Pour moi, c'était des problématiques court terme, dans une tendance long terme où rien n'était remis en question pour le business. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où on peut se mettre dans une dimension d'anticipation. Après, il y a eu l'OPA sur Gemalto, mais il y avait eu quelques rumeurs, etc. Donc ça, pour moi, pour Athos, c'est exactement la même idée. Après, graphiquement parlant, je veux dire, la sortie du CAC 40, beaucoup de personnes ont posé des questions. Dites-vous bien que lorsque est annoncée la sortie du CAC 40 d'un titre, oui, vous pouvez avoir un impact, mais c'est très marginal, parce que les gérants qui sont sur des réglementations strictes, en se disant je ne peux répliquer que les actions du CAC 40, alors déjà il y en a très peu, en règle générale c'est plutôt le CAC 80 ou le SBF 120 sur lequel ils vont se limiter, donc globalement c'est pas un vecteur de sortie. Mais si tel est le cas, c'est très mineur, et très souvent il faut se dire c'est anticipé, on le voit venir et on le sent venir quand un titre va sortir de la cote. De toute manière, quand un titre sort de la cote, c'est très souvent parce qu'il s'est pris une grosse baffe, et en général, les gens qui devaient sortir sur cette valeur sont déjà sortis depuis longtemps. Donc c'est pour ça que l'impact de la sortie du CAC 40, pour moi, est très court terme, très marginal, puisque globalement, mis à part aussi quelques trackers, mais c'est des trackers CAC 40, c'est très limité, c'est pas ça qui attire le plus gros des flux, on est quand même un petit peu plus large en règle générale. Et puis en règle générale, vous êtes pris une grosse baffe, quand vous sortez du CAC 40, c'est déjà que vous ne pesez pas grand chose dans le CAC 40. Donc à partir de ce moment-là aussi, on est sur des impacts, pour moi, on va dire, voilà, c'est quand même pouillemesque. Donc je ne pense pas que c'est une question vraiment à se poser. En règle générale, la question à vous poser, c'est que vous êtes déjà dans une grosse tendance baissière, donc vous auriez dû vous la poser déjà depuis longtemps à vous dire est-ce que ça va encore baisser ou pas. Mais l'idée, voilà, sur Athos, c'est que graphiquement parlant, pour moi, on était revenu sur une zone de soutien oblique. Pour moi, on est en construction. Donc c'est une tendance baissière, donc il faut s'attendre à ce genre de zigzag. C'est-à-dire on pousse, puis on reflue, on pousse, on reflue. C'est de la construction, parce que vous êtes dans une tendance baissière, et que donc le fond, c'est une tendance baissière. Donc ça, c'est important de comprendre aussi que quand on joue ce genre de dossier avec des tendances baissières, soit on les joue de manière court terme et on joue juste les mouvements oscillatoires, soit on est dans une perspective plus long terme, soit on est les deux, en hybride. C'est-à-dire, c'est ce que je fais à titre personnel. J'ai une position de fonds de portefeuille en long terme et j'ai une position plus dynamique que je veux trader en court terme. Et donc, ma position court terme est là pour essayer de grappiller 3 francs 6 sous. Et si jamais ma position long terme ne marche pas, je suis moins frustré dans l'idée de me dire bon, c'est une position qui m'a pris éventuellement du temps, du capital, mais j'en ai quand même sorti quelque chose, même si mon scénario premier ne s'est pas réalisé. BioUV.
BioIV, c'est en train de sortir par le haut, ça va arriver sur une zone de résistance, certainement là aussi un petit peu de consolidation, congestion qui peut se mettre en place, et il faudra voir si on peut pousser le break ou pas, mais ça se regarde. Carrefour est en train d'arriver sur une zone de support, vers la zone des 15 euros, et jusqu'à cette zone des 14,90 €. On peut même voir, allez, les 14,70, 14,50, hein, c'est une autre zone de soutien, mais bon, ça serait quand même appréciable de tenir cette oblique ici, pour conserver, vous voyez, une grosse figure de consolidation, congestion qui est en train de se faire, et donc pas mal de zigzags. CGDIM aussi, on est en train de construire la figure, donc c'est le dépassement des 29 € qui vous donne un signal. Céliade, c'est spéculatif également, on est dans une congestion, donc c'est un dépassement de ces 4,15 € qui peut éventuellement permettre d'aller chercher plus haut, et on peut se donner comme target les 4,50 € éventuels, mais là aussi faites attention, parce que si les marchés décident vraiment de creuser, à ces petites capes, même des belles tendances risquent de prendre la pluie, quoi. Donc Serinov, là aussi, on a une bonne congestion qui commence à arriver au bout, mais c'est vraiment le dépassement des 1,80 € qui vous donne le là. CGG, c'est pareil que sur Atos, c'est une tendance baissière de fond. Donc il faut s'attendre à avoir du zigzag et pas à ce que ça remonte en ligne droite. Ce zigzag, pour l'instant, il est en train de nous remettre sur cette ancienne oblique. Maintenant, potentiellement, ça ne sera pas suffisant et le marché va plutôt privilégier cette oblique ici. Si on casse cette oblique par le bas, le scénario sera caduque pour moi. Enfin, on continuera d'être en mode constructif, mais ça sera un mode constructif plutôt dans un range plat. Ça ne m'intéressera pas parce que là encore je joue la relance, mais après ça risque de prendre trop longtemps, donc je ne veux pas non plus bloquer mon capital sur un titre que j'ai plutôt en mode rebond. Claranova aussi, c'est en train de se sentir un petit peu mauvais. De toute façon, sous les 7,40 €, 7,50 €, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Vous avez les 6,90 €, vous voyez là, en mode dernier rempart, à ne pas lâcher, parce que sinon, on rentre, c'est pas terminé pour Claranova, mais c'est juste qu'on rentre dans des figures construction qui risquent de ramer un petit peu et de prendre un peu plus de temps. Crédit Agricole également n'a pas été dans la capacité de casser la résistance oblique, on est en train de partir un peu plus au sud. Là aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous voyez bien les figures de construction, je veux dire, elles ont ici 6 mois, 7 mois, où le titre n'a trop rien fait quelque part. Vous avez eu des fluctuations de 10, 15%, mais en fait, vous êtes en train de construire une figure. Donc moi, je pars du principe que là, en effet, à court terme, on sent qu'on est en train de dégrader, on sent qu'éventuellement on va connaître un nouvel épisode de dégradation et de consolidation, mais on reste dans une tendance de fond haussière. Et donc on reste éventuellement avec l'idée de dire on peut revenir sur des zones de support. Je trouve que les 11,50 €, 11,70 € sont déjà une zone de soutien intéressante. Et ça peut continuer encore de construire, la figure est encore longue. Donc il ne faut pas voir dans la baisse actuelle qui peuvent éventuellement se prolonger la semaine dernière, nécessairement le crack, nécessairement la fin du cycle haussier. Peut-être que oui, mais peut-être que non. À aujourd'hui, c'est trop tôt encore pour le dire. DBV, c'est plus spéculatif évidemment, on est en train de revenir sur une zone de support, mais pour éviter d'anticiper dans des moments de marché un petit peu plus troubles, ce que je recommande plutôt, c'est d'acheter sur résistance, et là en l'occurrence, ça serait un dépassement des 9,30 € qui pourrait la remettre en selle. Egide est en train de continuer de construire sa figure, elle aussi, on voit là aussi, c'est une figure de 4-5 mois, qu'il faudra dépasser les 1,50 € pour pouvoir relancer la hausse. NJ aussi, c'est une autre construction de figure où on est en train de tester le support, et donc c'est plutôt le dépassement des 12,30 €, 12,40 € qui nous permettrait de relancer une tendance. Eramé aussi, pour moi, est en train de construire à ce stade-là. Sous les 65 €, on visera plutôt un retour vers la zone des 60 €. Là aussi, il faut s'attendre à un petit peu de volatilité, mais c'est des tendances de fond qui restent haussières. Erytech, voilà, à force de ne pas réussir à passer, on va au sud. On est venu chercher un support sur la zone des 5,10 €. Il faudra penser à le tenir. Vous avez une conférence la semaine prochaine, il faudra voir si c'est suffisant. Sinon, on peut attendre de titres vers la zone des 4,80 €, 4,90 € aussi. Ça ne change pas, je serais tenté de dire, la figure de congestion et d'englobante qui est en train de se construire pour du plus moyen terme, mais c'est juste que là, voilà, on a un échec de court terme, donc c'est à remettre, le scénario est à remettre à plus tard. Euronav, on a éventuellement une épaule, tête, épaule inversée qui est en train de se construire, avec la deuxième épaule qui est en train de se faire, à surveiller une zone de support entre les 7 € et éventuellement les 6,90 € à tenir, mais c'est surtout le dépassement des 7,40 € qui vous validera quelque chose. Au niveau de EuropaCorp, il n'y a pas de volume, il n'y a pas grand monde, mais sur dépassement des 82-83 centimes d'euros, ça peut toujours créer quelque chose. Galapagos,
Ça aussi, c'est une tendance baissière de fond, mais on est en train de construire un socle de support. Pour l'instant, tant qu'on ne cassera pas cette zone des 52 € et des brouettes, on n'aura pas une volonté d'aller au moins chercher le gap et donc d'accentuer le rebond. Donc on continue, vous le voyez, de zigzaguer à l'intérieur de cette zone à ce stade-là, d'une manière assez neutre. Genoway, ça continue d'être positif, mais on fait pas mal de mèches hautes. Voilà, on restera positif au-dessus des 4 €, 4,10 €. Mais il faudra veiller quand même à lâcher un petit peu la sauce. Pour l'instant, on voit au niveau des volumes, ça ne suit pas trop, donc c'est un problème de flux. Harmony Gold, donc au niveau de l'or, on l'a vu, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et au niveau des minières également, pour l'instant, elle continue de purger, en tout cas celle que j'ai à l'écran. Elle est en train de revenir sur une zone de gap ici, potentiellement qui sera refermée, mais on a des zones de soutien qui peuvent commencer à être construites sur les minières. Donc, c'est pas parce que l'or à court terme fait un petit peu la tête qu'il faut nécessairement quand même laisser de côté complètement le secteur. Il est en train de revenir sur des niveaux intéressants. Et là, vous voyez, hein, on peut avoir un avis positif long terme, mais il faut intégrer que depuis un an, ça n'a plus que rien fait, ça a même baissé. Donc ça marche par cycle, surtout les minières qui sont finalement des mini-effets de levier par rapport à la matière première. Au niveau de LVMH, on continue pour moi de construire dans cette zone-là. On est revenu chercher la moitié ici, vous voyez, de ce chandelier bien rouge qui sert de résistance. Donc tant qu'on n'arrive pas à redépasser cette zone, bon, ben, je sais pas, il faut s'attendre à construire, mais c'est des choses qui peuvent durer longtemps. On peut faire pas mal de zigzags, mais en gros, tant qu'on ne va pas casser les 630 pour aller chercher, je serais tenté, le gros support, il est là. Pour moi, ça c'est des grosses figures, donc on peut pas mal zigzaguer à l'intérieur, ça peut créer pas mal de volatilité sur l'indice. Mais globalement, tant que vous ne cassez pas par le bas, vous n'avez pas non plus le retournement baissier de la valeur. Donc il faut bien s'attendre à ce qu'il y a encore des liquidités, il y a encore des acheteurs. C'est juste qu'il y a un besoin éventuellement de faire sauter les effets de levier à ce stade. Morel et Prom, on est en train de revenir sur l'ancienne oblique qui devrait et qui doit servir de support si on veut conserver une tendance qui demeure quand même progressive. Mota Engil également, on est en train de revenir sur une zone de support, pour moi aux alentours de la zone des 1,33 qu'il faudra tenir, c'est pas perdu. Navia, c'est toujours cette fameuse résistance pour l'instant qui nous bloque, alors on peut la construire en oblique évidemment, donc casser cette zone des 2,80 et aller chercher la zone des 3 €, il faudra s'en affranchir pour vraiment commencer à acter un retournement plus mature. Sinon, vous pouvez toujours avoir de la consolidation qui se met en place, et là aussi, la construction d'une figure. Je n'ai pas encore la typologie, mais ça serait une idée comme ça, et c'est plus visible sur des unités de temps inférieures. Au niveau de Neoen, il y avait éventuellement un retournement à jouer sur la cassure de cette oblique. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. On continue de travailler. Vous voyez la figure en triangle symétrique. Donc on attend la sortie. Au niveau de Novacite également, on peut tenter éventuellement la sortie, mais à ce stade-là, tant que vous ne cassez pas cette zone des 4,40 €, on ne valide pas la sortie et la relance haussière. Donc là aussi, on est en train un petit peu de ramer. Orange également, on est revenu finalement dans le bas de la fourchette. On continue dans une longue figure. C'est du no man's land, il n'y a pas grand chose à gratter. Pixium Vision, on est revenu sur les zones de résistance. Il y a un petit gap ici éventuellement sur les 97. Ça aussi, c'est en mode spéculatif, en mode rebond, on en avait déjà parlé. Et dorénavant, la zone des 83 devra servir de soutien pour essayer d'aller chercher plus haut. Prodways, c'est une petite cape qui commence à dimensionner quelques volumes à observer, puisque cassure cette figure, vous voyez, là aussi, c'est 9 mois de consolidation. Poussée, 9 mois de consolidation. Et sur la cassure, éventuellement, on peut jouer la relance haussière. Donc à observer. Prosus, ça fait pas grand chose, ça suit globalement ce que fait Tencent Holding, hein, qui reste dans la même configuration. On est dans cette congestion ici, dont il faudra s'en affranchir par le haut pour vraiment trouver le signal. Donc là, ce que l'on a, c'est quand même intéressant dans cette congestion, puisqu'on a la figure qui commence à bien se construire et à être vue par tout le monde. Au niveau de Quantum, on est revenu chercher l'ancienne oblique résistance qui a servi de support, mais on est également revenu chercher la zone des 5,40 € qui reste résistance. Donc pour jouer une relance du schmilblick, il faudra s'affranchir de ces 5,40 € et ensuite arriver à s'affranchir à nouveau de cette zone de gap. Sinon là, on va zigzaguer dans une zone un petit peu creuse,
à tenir. Sinon, cette zone de gap sur les 4,70, 4,80 peut également être un appel du pied. Là aussi, ça peut rester volatile, mais ça reste une tendance positive de long terme. Sanofi, voilà un petit peu ce dont il faut se méfier, et ça n'arrive pas qu'aux petites capes, vous le voyez, c'est des accès de volatilité plus ou moins poussés derrière par de l'effet de levier, mais en gros, typiquement, les décharges et la capacité que peut avoir le marché dans les semaines à venir à décharger très rapidement. Donc ça, il faut y être préparé. Et donc là, Sanofi, en gros, a fait un énorme pullback, retour sur sa zone de support très importante, la zone des 80-82 euros, là c'est une grosse zone de soutien, donc on peut éventuellement se dire qu'on peut faire du rebond technique, mais voilà un petit peu la vitesse à laquelle vous avez perdu 10 euros. Alors c'est une grosse cap, 10 euros ça paraît pas énorme, mais par rapport au temps qu'on a mis pour en gagner 20, vous perdez en fait en une semaine ce que vous avez mis 5 mois, la moitié de ce que vous avez mis 5 mois à gagner. Donc c'est ça la réflexion à avoir sur les marchés actuellement. Score, ça continue d'être plutôt bien construit. Pour l'instant, on bute sur la résistance, mais on a éventuellement un retournement qui peut se mettre en place, mais il faudra confirmer en cassant par le haut, et éventuellement on pourra aller chercher cette résistance horizontale. Au niveau de SES, pour l'instant, ça reste plutôt propre, toujours en mode retournement. On bute pour l'instant sur une zone de résistance. Donc, avoir la construction, mais ça reste plutôt positif. Solution 30 aussi, ça reste plutôt positif, mais on bute sur une résistance oblique, donc dont il faudra s'affranchir pour revenir tester cette zone des 9,50 € et plus si affinité. On va rester positif tant qu'on tient la zone des 8 euros, je dirais. Technip Energy aussi, on est venu tester la zone de résistance qui pour moi est pivot. Là, on est en train d'effectuer du retracement, pas grand chose de méchant tant qu'on va tenir la zone des 11,30 €. C'est important de tenir le gap, à mon sens. Ce qui sera important également ensuite, c'est de pouvoir relancer dans la foulée, casser cette zone des 12,20 €, 12,30 € et aller chercher une zone vers la zone des 12,80 €. Et plus c'est affinité, 12,80 €, 13 €, mais surtout pour moi ça sera passé de cette zone de pivot là, sur cette zone des 12 € qui derrière devra servir de support. Et là vraiment on commencera à acter le retournement plus long terme. Terra Nexus également, donc on a eu une news, mais c'était pas nécessairement celle qui était attendue par le marché, mais bon, ça permet quand même d'avoir un bon news flow et de reprendre entre guillemets confiance sur la capacité du groupe quand même à délivrer ses promesses. Donc on a une capacité, on voit, du marché de tenter la relance après avoir fait le pullback sur son ancienne résistance devenue support. Donc il va falloir confirmer la semaine prochaine, notamment en commençant par refermer le gap sur la zone des 9,70 €, et après on a les 10,30 € qui peuvent éventuellement être un objectif. Et après la news évidemment, s'ils ne la sortent pas en septembre, ça va commencer à être compliqué vis-à-vis de la confiance. Au niveau de Total, on n'a pas réussi à casser cette oblique-là, donc pas de signal de relance. On est en train de revenir travailler éventuellement une oblique, mais elle n'est pas terrible, donc je ne vais pas la mettre. C'est l'oblique qui m'intéresse beaucoup plus, vous le voyez, c'est l'oblique un petit peu plus moyen terme. Donc j'ai plus de points d'impact de cette manière-là, mais on peut aussi l'avoir comme ça. Bref, il va nous falloir des chandeliers pour pouvoir valider ce que le marché va voir. Mais en gros, la zone des 35,50 €, si on arrondit, peut être une zone intéressante. Mais sinon, là, on est déjà sur un premier niveau de soutien. Mais c'est de la construction, donc on est en attente de voir la suite. Au niveau de Ubisoft, on a eu un bon retour sur les jeux vidéo, mais plutôt en mode rebond, hein. Ça reste des tendances qui restent baissières dans le fond, donc il ne faut pas sous-estimer le fait que vous pouvez avoir des reflux et en fait des constructions qui se mettent en place. Et éventuellement, ces constructions vous permettent en fait de construire des figures qui nous serviront plus tard avec leur cassure pour jouer une nouvelle tendance. C'est comme ça qu'il faut voir la vie d'une action. Au niveau de Vallourec, là aussi, c'est de la construction que je verrai en biseau descendant, là aussi. Pour l'instant, voilà, je la regarde, je l'observe, mais c'est vraiment sa capacité à revenir au-dessus des 7,50 €, 8 € qui pour moi la remettra dans de bonnes dispositions. Au niveau de Verimatrix, c'est la même chose. Vous êtes dans une tendance baissière de fond. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que vous pouvez jouer des rebonds, mais que ces rebonds ont des fortes probabilités d'échouer et que la tendance se retourne également à nouveau à la baisse. Donc vous êtes quand même dans cette tendance de fond. Donc c'est là où il faut se dire, il ne faut pas se dire j'achète un point bas, etc. Ça peut toujours aller plus bas. Vous êtes dans une tendance de fond qui reste baissière. C'est très important. Donc ici, on a éventuellement des constructions.
J'avais commencé à tracer sur des unités de temps plus baissières, plus inférieures, pardon, des obliques en fait sur un ancien pour tracer une construction en biseau, je vais y arriver. Mais voilà, on est déjà en train de jouer un petit peu avec le support, on n'est pas à l'abri de venir chercher, vous voyez, cette zone-là des 1,31 et des brouettes, et il faudra que ça tienne. Et donc on est en train de construire la figure, le socle. Et si ça lâche, bon ben voilà, on est reparti pour un tour, et là vous pouvez viser la zone des 1,15€ par exemple. Donc ne pas sous-estimer ça. On est arrivé à la fin de la liste, mais j'en ai encore quelques-unes à vous montrer. J'ai Ruby, voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il faut faire attention, quand vous avez des tendances baissières comme ça, qui cassent, vous avez le rebond qui se met en place, vous cassez le support, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il faut éviter de vous dire, les fondamentaux sont bons, je joue l'OPA, etc. Ce n'est pas des raisons suffisantes. À partir d'un moment où vous avez le droit de jouer une tendance baissière, oui, vous avez le droit de jouer cette tendance baissière parce que vous jouez une figure de socle, mais quand la figure de socle saute, il faut sauter avec. Puisque là on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, vous le voyez, on est en train de revenir. Alors les 29,50 là sont déjà à un niveau assez intéressant, mais après je veux dire, le marché peut vouloir construire autre chose. Ce que je pense que le marché veut construire, c'est une énorme figure de congestion avec une oblique qui manque encore à tracer. Il faudra que le marché rebondisse pour qu'on puisse commencer à tracer une oblique comme ça et qui nous permet de tracer un triangle symétrique, mais très très long, vous voyez. Donc là, on en revient à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo sur est-ce qu'il faut acheter des valeurs chinoises ou pas. L'idée, c'est pas est-ce qu'il faut acheter des valeurs chinoises ou pas, c'est est-ce qu'il faut acheter des valeurs baissières ou pas. Et quand décider d'acheter des valeurs baissières? C'est avant tout une question de profil. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. C'est pas une question de c'est mal, c'est bien, etc. Il y a de tout pour faire un monde. Et donc, pour moi, il ne faut pas être binaire là. Il faut justement être dans cette compréhension de qu'est-ce qu'on cherche, quels sont nos objectifs et qu'est-ce qui va répondre à ce que l'on recherche. Et adapter cela à nous et pas le contraire. Ensuite, vous avez Farnext. Alors Farnext, c'est un titre avec des OCA, c'est très baissier, mais ça fait partie de ces titres où vous pouvez avoir des rattrapages en mode spéculatif. Maintenant, vous avez ce biseau descendant, si jamais il casse par le bas, là aussi, il ne faut pas se faire prier. Donc, ces types de positions-là, j'éviterai de les prendre en anticipation, c'est-à-dire c'est si et seulement si on a un marché qui démontre avoir la capacité d'aller chercher les 77-80 centimes d'euros avec du volume, que sur la consolidation, éventuellement on rentrera une position pour jouer le second effet qui se coule. Mais ça, c'est vraiment pour spéculateurs, ceux qui veulent se faire plaisir avec un minimum d'expérience. Pour la majorité, on laissera tomber, évidemment. Sinon, vous avez des titres comme Vernier aussi, ça aussi, c'est des OCA et compagnie, mais là aussi, vous êtes dans une congestion qui, éventuellement, sur débordement de ces 25-26 centimes d'euros, peut lancer un second effet qui se coule. Donc là, ce qu'il faut bien faire attention, c'est qu'on est sur des valeurs avec des OCA, on est sur des valeurs spéculatives, donc on est là pour jouer des mouvements. Donc pour la majorité des gens, ça ne sera pas intéressant parce qu'il faut quand même être réactif. C'est vraiment des valeurs de trading, hein. On n'est pas sur des valeurs d'investissement à penser qu'on va faire des 100 et des 1000 sans souffrir un petit peu. Par contre, des valeurs un petit peu plus d'investissement, etc., c'est par exemple Micropole. Alors Micropole reste encore dans une tendance qui est assez chaotique, je trouve, mais on est en train de potentiellement de construire quelque chose. Maintenant, il y a encore du boulot à dépasser cette zone des 1,18, 1,20 pour un petit peu plus acter ce retournement sur la valeur. Donc on va rester positif au-dessus des 1,10€ par exemple, à court terme, ça se regarde. L'isogène aussi, c'est un peu plus spéculatif également, mais là aussi, sur fond de news, etc., il peut y avoir des choses à se mettre éventuellement sur la dent. Ce qui peut intéresser, voilà, c'est qu'on avait quand même une figure en biseau sur laquelle on est potentiellement en train de revenir en mode support, ici, voilà, sur cette zone, et vous pouvez jouer un second effet qui se coule. Mais on aura vraiment besoin de franchir cette zone des 2,70 pour relancer la partie et vraiment acter le retournement haussier durable. Donc faites attention sur toutes ces petites valeurs, il y a potentiellement des configurations que je trouve très propres. Sur Kerling aussi, vous avez quelque chose d'assez propre. Aventium, bon je ne vais pas toutes les faire, vous avez des choses assez propres sur tous ces titres-là. Jacques Bogart aussi, c'est un tout petit titre fondamentalement qui est très propre.
sur lequel également vous pouvez jouer éventuellement une relance haussière avec un breakout de la résistance horizontale et une continuation de la tendance, admettons. Voilà, et donc vous avez Karma aussi que j'aime bien, qui est non seulement pour ce qu'ils font, c'est un titre que je détiens essentiellement pour ce qu'ils font parce que voilà, je veux supporter cela, même si mon argent ne sert pas à eux puisque je n'y ai pas participé à une augmentation de capital, etc. bien entendu. Mais voilà, l'idée là aussi c'est qu'on a une bonne configuration de retournement et de moindre risque qui s'est relancé sur Kama, même si c'est un titre qui reste volatile. Sinon vous avez du Valeo, ça ressemble à du Ruby, etc. Pour moi c'est des belles valeurs, c'est des bons dossiers, oui, mais c'est une question de profil. Atos et compagnie, tout ça, c'est des questions de profil, c'est question d'horizon de placement pour décider si oui ou non vous rentrez. Parce que vous rentrez nécessairement en anticipation, vous rentrez peut-être à un bon prix, oui, l'avenir nous le dira bien entendu, mais éventuellement ça peut zigzaguer pendant très longtemps. Donc là, on n'est pas dans la précipitation de la décision non plus. C'est ça qui est important de comprendre dans ces positions-là, et que c'est des positions pour moi où si on décide d'y aller, il faut avoir un plan plutôt constructif, c'est-à-dire que l'on va dimensionner la position au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on décide en amont de combien on souhaite y mettre, et on va diviser la position en plusieurs parties et rentrer en fonction d'un plan prédéfini. Ça, c'est concret et c'est une architecture pour votre investissement de long terme, votre portefeuille de long terme. Et après, moi je trouve que c'est beaucoup moins frustrant également de faire toujours une partie plus dynamique sur laquelle voilà, on va pouvoir faire des allers-retours et ça permet, ou en tout cas moi ça me permet psychologiquement d'avoir une capacité de conserver les valeurs que j'ai en fonds de portefeuille long terme beaucoup plus facilement plutôt que de faire du trading aussi, parce que j'ai un cerveau qui est quand même beaucoup plus câblé trading que investissement. Voilà un petit peu pour le topo. C'était beaucoup plus long que d'habitude bien entendu, mais je pense que c'est important alors que potentiellement on rentre dans un marché pour moi qui peut faire peur, mais peut-être pour les mauvaises raisons, et donc une nécessité de prendre le recul, de vous présenter l'ensemble de ce que l'on peut penser de ce marché, au-delà de se faire complètement noyer par le bruit qui risque d'arriver aux moindres fluctuations. Je vous souhaite un excellent week-end les graphes, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, à les liker, les partager également, et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je me ferai une joie de vous y répondre. Excellent week-end une nouvelle fois, et à lundi sur graphcobourse.fr. Salut.